Alors, il ne nous reste plus qu'à basculer sur la dernière planète qui n'en est plus une. C'est une planète naine maintenant. Et quoi qu'elle pourrait, CRS pourrait aussi candidater au titre de planète naine, hein. Bon, ça se, C'est une planète naine, c'est une CRS. planète naine. C'est plus seulement un astéroïde, c'est aussi une planète naine. Bon, donc c'est voilà, c'est histoire de définition. Alors, donc allons sur la première planète naine. Quand on rentre dans le système solaire et qu'on va survoler, alors en fait c'est sûrement pas la première, puisqu'en réalité il y en a tout autour évidemment, et bien au-delà de l'orbite de Neptune, ce sont les transneptuniens. Donc c'est à toi François, tu vas nous expliquer ce qu'on va vivre ici même le 15 juillet prochain, vers 18 h, puisque pour la première fois on va survoler Pluton, qui quand même est un corps, voilà, on l'a dit tout à l'heure, Benoît l'a rappelé, découvert en 1930, c'est un des derniers grands corps découverts et totalement inexplorés. Merci. Bon, bah, merci d'être resté encore. Je vais essayer d'aller assez vite pour qu'on termine pas trop tard. Donc effectivement, je vous parlais de cette mission New Horizons, qui est une mission assez exceptionnelle, notamment si on compare aux missions dont on vient de parler. C'est une mission qui avait pour objectif d'aller vraiment très très loin, à 30 fois la distance Terre-Soleil. C'est vraiment aux confins du système solaire. Et normalement, il faut un temps considérable. Si on faisait la même méthode que Rosetta, etc., il faudrait des années. Alors, bah, l'histoire commence. euh, L'histoire commence donc là au lancement, hein, mon histoire, le 19 janvier 2006. Et c'est le lancement de cette mission Pluton. Et alors, ce qu'il faut noter, c'est qu'on utilise là un des plus gros lanceurs américains en service, le lanceur Atlas 5, qui a une capacité comparable à Ariane 5, si vous voulez, qui est capable de mettre 20 tonnes en orbite basse autour de la Terre. Et dans cette énorme fusée, on a mis ce petit engin, New Horizons, vous voyez, qui est tout petit par rapport à la coiffe de la fusée gigantesque. 478 kg tout mouillé, c'est-à-dire avec les ergols. Et donc là, c'est une photo qui a été prise un petit peu avant le lancement, en décembre 2005. Et l'objectif, bien sûr, c'est d'aller le plus vite possible pour ne pas mettre 50 ans pour rejoindre Pluton, mais mettre seulement une petite dizaine d'années. Alors, voici cette sonde New Horizons. Qui a été développée très rapidement, un petit peu comme la sonde Dawn. C'est dans le cadre d'un système américain. Moi, je trouve ça très impressionnant. Et, elle a été sélectionnée en fin 2001 et lancée début 2006. C'est une prouesse que je ne suis pas sûr qu'on soit tout à fait capable de le faire. On l'a fait pour Venus Express, en fait, en Europe, qui a été développée extrêmement rapidement à la même époque, d'ailleurs. Bref, la mission New Horizons, et qui va en fait partir à une vitesse extrêmement rapide, l'objet le plus rapide lancé depuis la Terre. Vous avez donc, si le film démarre, au bout de 9 heures, elle va dépasser l'orbite de la Lune. Si vous comparez à Apollo, c'était 3 jours. Au bout de 13 mois, elle va rejoindre Jupiter. Si vous comparez à Galiléo, il a fallu 6 ans. Et puis, bon, voilà, elle va arriver, elle va survoler Pluto très prochainement, donc le 14 juillet, Cocorico, les Américains disent Bastille Day, la fête nationale française, c'est une coïncidence totale, pour donc prochainement. Alors, un petit mot, j'aime bien humaniser un petit peu ces aventures-là, parce que ça se fait à partir d'équipes d'ingénieurs, c'est des gens c'est pas simplement la NASA, l'Agence spatiale européenne. Et alors l'âme derrière ce projet-là, c'est un personnage assez amusant, extrêmement charismatique, qui s'appelle Alan Stern. Vous voyez, c'est ce genre de personnage dont on fait les empereurs ou les présidents, petit, extrêmement énergique, beaucoup de charisme. Et je l'ai rencontré il y a pas mal d'années, une vingtaine d'années, et depuis toujours, il a toujours milité pour faire une mission vers Pluton, en démontrant pourquoi. Et il a réussi à convaincre tout le monde, et finalement, cette mission donc, a été sélectionnée en 2000, et c'est lui qui a obtenu la responsabilité de cette mission. Il fait beaucoup d'autres choses, c'est un personnage assez étonnant. Et parmi les arguments qu'il a utilisés et qu'il a toujours aimé raconter, il utilisait cette série de timbres américains qui montrent les différentes planètes du système solaire avec la première mission qui s'est approchée, qui a exploré cette planète. Alors on voit bien Vénus, Mariner 2, Jupiter, Pioneer 11, etc. Et puis il est bien montré ce timbre marqué Pluto Not Yet Explored. Il disait il faut y aller. C'est le devoir des États-Unis. Et donc, ça a été quelque chose de très convaincant. Et il faut dire qu'il n'a pas tort. Pluton, non seulement n'est pas exploré, mais il y a encore quelques années, était quand même un objet vraiment mystérieux pour lequel on avait très peu d'informations. Alors revenons en arrière. Effectivement, Pluton a été découvert dans les années 30.
en 1930 par Clyde Tombaugh. Clyde Tombaugh, c'était quelqu'un d'origine rurale, un fermier, on dit souvent, qui avait été embauché, quand même astucieux, hein, qui a été embauché au Lowell Observatory, qui était un endroit fondé par un astronome très célèbre qui s'appelle Percival Lowell, qui avait émis l'idée, après s'être passionné pour Mars et les canaux et les martiens, émis l'idée qu'il y avait la planète X qu'il voulait nommer de son nom. C'est pour ça d'ailleurs que Pluton, on dit souvent que Pluton PL, ça veut dire Percival Lowell, c'était nommé un peu en son honneur. Bon, il est mort avant les années 30, mais il avait fondé tout ce projet de recherche. Et en 1930, il n'y avait plus que ce jeune Clyde Tombaugh, 24 ans, qui a adapté et de manière extrêmement patiente, semaine, mois après mois, à rechercher dans les images d'étoiles s'il y avait des petites étoiles qui bougeaient lentement, c'est-à-dire rechercher une planète qui aurait été très lointaine au-delà de Neptune. Et il a fini par trouver Pluton. Et il a eu beaucoup de chance parce que c'était très difficile à détecter. Pluton est 50 000 fois moins lumineux que Mars, mais il a réussi et donc il a vraiment découvert une nouvelle planète. Ensuite, pendant des dizaines d'années, rien, c'est très difficile d'observer Pluton. Et puis une petite découverte extraordinaire en 1978, avec James Christie, là, qui est là debout, qui a découvert, en regardant Pluton, que sa forme bougeait de manière régulière. Vous voyez le genre d'image qu'on avait à cette époque-là, au Naval Observatory, et après avoir fait des petits calculs, démontrait que c'était un satellite, un gros satellite, comme la Lune autour de la Terre, et qu'il a souhaité baptiser du nom de sa femme, qui s'appelait Charlene, qu'il surnommait Sharon, et tout le monde dit mais non, c'est impossible, on ne peut pas nommer, il faut nommer avec des personnages de la mythologie en lien avec le thème de Pluton, et ça tombait bien, Charon, c'est l'un des gardiens qui fait traverser le fleuve Styx pour aller en enfer dans le monde grec. Donc, résultat, on a pu nommer, c'est une belle histoire, et je l'ai déjà entendu la raconter, c'est très amusant, il a pu nommer ce satellite Charon. En anglais, on devrait dire Charon, mais tous les planétologues disent Sharon en honneur de James Christie. Ah, le film ne marche pas, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, c'est donc un système double et assez étonnant puisque c'est le seul même la Lune autour de la Terre n'est pas comme ça. Les deux, pour ceux qui ont fait un peu de physique, les deux corps tournent autour du barycentre central qui n'est pas à l'intérieur d'une des deux planètes. Donc c'est un système double. Charon est quand même un peu plus petit que Pluton. Donc vous voyez les diamètres. Pluton, c'est 2400 km. C'est un peu plus petit que la Lune, pas beaucoup, un petit peu plus petit que la Lune. Charon, c'est la moitié. Les deux tournent l'un autour de l'autre en 6,4 jours. Et comme la Lune autour de la Terre, il montre toujours la même face à l'autre. Donc la durée du jour est aussi, sur Pluton comme sur Charon, de 6,4 jours terrestres. Une année sur Pluton, c'est presque 248 ans. Là, j'ai marqué obliquité égale 122 degrés. Ça veut dire que, que les deux sont très inclinés par rapport au plan de l'écliptique. Donc vous avez des saisons très marquées. Et le fait que l'obliquité ait un nombre aussi compliqué, c'est que les deux tournent dans le sens rétrograde, pas dans le même sens que les autres planètes. Bref, c'est un peu exotique, une orbite très excentrique, mais donc un système qui était déjà très étonnant. Depuis, en utilisant essentiellement le Hubble, le télescope spatial Hubble, on a découvert d'autres satellites autour de Pluton et Charon, Hydra, Nix, Kerberos. Kerberos, ça veut dire Cerbère, hein, ça c'est les noms grecs, au sens grec, et Styx, toujours sur le thème mythologique de l'enfer. Et on a donc trouvé ces 4 petits satellites. On verra si on en trouve d'autres avec la mission New Horizons. Mais on voit qu'on a là un vrai système planétaire assez complexe, assez extraordinaire. Pour ce qui est de Pluton elle-même, eh bien, il y a encore peu, on ne savait pas grand-chose. Voici la meilleure image de Pluton dont on dispose, observée par le Hubble Space Telescope. Avec des méthodes informatiques un peu astucieuses, on peut essayer de déconvoluer tout ça et essayer de faire une cartographie de la surface. On fait des films, mais attention, hein, ce film-là, qui paraît extrêmement précis, est tiré de l'image que je vous ai montrée précédemment. Ce que l'on voit quand même, c'est qu'on a une planète avec des véritables contrastes, donc des formations brillantes, des formations très sombres. C'est certainement une planète qui a une surface intéressante et riche. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Eh bien, on peut dire des choses en plus parce que ces dernières années, on a quand même réussi, avec des méthodes astucieuses, à explorer Pluton depuis la Terre. Alors, je vais aller très vite sur cette partie-là, j'ai quelques transparents, mais on a pu plus en apprendre en faisant de la spectroscopie de la surface. On a vu qu'elle est couverte de glace, je vais revenir. On a pu observer l'atmosphère en utilisant la méthode d'occultation stellaire. On a pu observer l'atmosphère en faisant de la spectroscopie, et puis on fait de la modélisation numérique de tout ça. Alors, pour aller très vite,
spectroscopie Pluton, eh bien, il s'agit avec des télescopes d'observer ce qu'on a évoqué tout à l'heure, la couleur très détaillée des surfaces. Et on a pu montrer que elle est couverte en grande partie de glace d'azote, de glace de monoxyde de carbone et de glace de méthane. Toutes ces glaces semblent se déplacer au gré des saisons. Il y a un cycle saisonnier. Vous savez, il y a des pots de neige en hiver, ça se sublime l'été, etc. Je dois dire que pour chacun des sujets dont j'ai mentionné, les Français, la communauté française a joué un rôle important. Par exemple, en spectroscopie de Pluton, un des grands spécialistes, c'est Bernard Schmitt, à Grenoble, qui a fait beaucoup de mesures de ces glaces, qui a permis ces télédétections. Autre méthode, c'est la méthode des occultations stellaires, qui on peut détecter qu'il y avait autour de ce petit corps une véritable atmosphère. Donc l'occultation stellaire, ça consiste à regarder, vous voyez, depuis la Terre se déplace. Quand vue depuis la Terre, on a l'impression qu'une étoile passe derrière la planète Pluton. Et lorsque la lumière de la planète passe, pour peu qu'il y ait une atmosphère, les photons venus de l'étoile sont déviés et on peut voir une influence de l'atmosphère et on peut mesurer pas mal de choses. Et il se trouve que il y a 2 grandes équipes spécialistes de ça, dont une équipe française, Bruno Secardi, qui est à l'Observatoire de Paris-Meudon, qui a fait beaucoup de mesures très intéressantes. Et avec ça, on peut non seulement détecter l'atmosphère, mais on peut mesurer la structure thermique, on peut mesurer son épaisseur, etc. Là, je vous montre le premier résultat. Alors, j'ai mis un trait en bleu pour vous montrer la connaissance. On a vu que la structure thermique, c'était assez étonnant. On avait une surface très froide, autour de 40 Kelvin, donc moins 230 degrés Celsius. Et puis au-dessus, une atmosphère beaucoup plus chaude, parce qu'elle absorbe le rayonnement du soleil, c'est du méthane qui absorbe le rayonnement du soleil, et donc qui est à 100 Kelvin au-dessus. Et donc vous avez une espèce de stratosphère comme ça, juste au-dessus d'une surface beaucoup plus froide. On a pu aussi mesurer l'évolution de la pression. Je ne vais pas vous détailler, mais ce qu'on voit simplement, c'est que ces dernières années, on a l'impression que l'atmosphère de Pluton est de plus en plus épaisse. Je vais vous dire combien après. Enfin, on peut mesurer la composition de l'atmosphère par spectroscopie. Et pour ça, il faut des gros télescopes et des super spectromètres. Ce sont des techniques qui sont arrivées récemment. Mais notre collègue, là, le grand spécialiste, aussi un Français, Emmanuel Lelouch, qui est aussi à l'Observatoire de Paris-Meudon. Et en utilisant l'énorme télescope, le VLT au Chili, le télescope européen, avec un magnifique instrument qui s'appelle SCRIRES, on a pu faire des mesures très fines de la présence de méthane et de monoxyde de carbone dans l'atmosphère. Bref, bilan, eh bien, on sait maintenant, grâce à depuis ces quelques années, qu'on a une planète très active, avec un cycle saisonnier marqué, avec les glaces qui se déplacent, etc. Et une fine atmosphère d'azote, avec une pression de 2 à 5 pascals. Donc comparé sur Terre, il y a 100 000 pascals de pression, donc c'est plus faible. Mais ça reste une vraie atmosphère. Une vraie atmosphère dans laquelle on peut s'attendre à avoir des brumes, des nuages. Ça correspond à une altitude sur Terre ou sur Mars où on voit des brumes et des nuages. Il y a des vents qui vont laisser des traces à la surface, etc. Même si elle paraît extrêmement fine. Il y a un petit peu de méthane et un petit peu de CO. Et puis on a même pu essayer d'estimer, faire une espèce de carte de la surface. Vous voyez là, on imagine une surface partiellement couverte de glace d'azote, autour de 40 Kelvin, que j'ai mis là en blanc. En rouge, de la glace de méthane, des tholins, mais c'est très spéculatif. Un autre outil qu'on peut utiliser, il se trouve que c'est une spécialité que l'on a dans notre équipe, c'est ma contribution à l'exploration de Pluton, c'est de faire de la modélisation numérique de l'atmosphère de Pluton. La modélisation numérique, c'est-à-dire un peu comme sur Terre, on fait de la modélisation pour prévoir la météo, pour prévoir le changement climatique dans quelques années. On a adapté ce genre de gros modèles numériques aux autres planètes. Nous, on l'a fait sur Mars, Vénus, Titan, et on a essayé de le faire sur Pluton, avec les quelques infos dont on dispose, pour essayer d'imaginer quelle va être la circulation atmosphérique sur cette planète, etc. Alors, pour à nouveau humaniser les choses, je vous mets une doctorante qui s'appelait Mélanie Van Vichy, qui a fait sa thèse en 2013 sur ce sujet, et actuellement un autre doctorant, Tanguy Bertrand, qui travaille sur ce sujet. Alors, des résultats très vite. Alors là, c'est de la simulation numérique, donc là, on peut tout imaginer. On prend la carte telle que je vous l'ai montrée, on essaye de mettre toutes les équations de la physique de l'atmosphère, de la dynamique, et on peut calculer, par exemple, la température à la surface, les vents près de la surface, avec des grandes fluctuations. Là, on voit ça, c'est accéléré. Donc là, vous voyez le cycle diurne. Donc, la durée du jour, rappelez-vous, c'est un petit peu moins d'une semaine, 6,6 jours, 5 jours terrestres.
et on peut calculer les vents, donc les traces de vent, pour comparer la structure thermique. Et on peut même, notre modèle inclut aussi la modélisation de la composition, et on voit là, je vous fais une coupe, vous voyez le cycle diurne, l'altitude et puis ce qu'on appelle la longitude. Et vous voyez là, en fait, vous avez un petit dépôt de méthane, le vent qui souffle, et le méthane s'évapore, se sublime, et ça crée des panaches de méthane qui d'après nous, se promènent autour de la planète. Et on pense même que dans certaines conditions, l'air froid qui vient de la glace d'azote qui est à côté, en passant au-dessus, peut faire condenser le méthane, et on aurait peut-être la formation de nuages en bleu. Là, ce sont des petites fines brunes, alors extrêmement fins. Hein. C'est pas sûr du tout, c'est une spéculation, mais basée sur la modélisation. On pourrait imaginer qu'il y ait des fins nuages de glace de méthane qui vont se promener comme ça et qu'on pourra peut-être voir avec New Horizons. Voilà, je ne vais pas en dire plus. Sur Charon, là, pour le coup, il n'y a pas d'atmosphère. Et bizarrement, c'est un corps qui n'a rien à voir avec Pluton. Lui est recouvert plutôt de glace d'eau, c'est-à-dire à cette température-là, c'est du caillou, la glace d'eau. Et donc, avec deux corps extrêmement différents. Alors, que dire maintenant sur New Horizons? Qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce qui va se passer? Donc, New Horizons arrive près de Pluton le 14 juillet prochain, et il est équipé, bien sûr, de tout plein d'instruments, un peu similaires à ceux qu'on a évoqués depuis le début, un peu similaires à ceux qu'il y a sur Rosetta, un peu similaires à ceux qu'il y a sur Dawn, mais bien miniaturisés, hein, c'est quand même une petite sonde. Bon, je ne vais pas tout vous détailler, mais en gros, vous avez alors on peut quand même dire, vous avez évidemment une grande antenne pour communiquer avec la Terre qui va être très loin. Vous voyez tous les systèmes classiques qu'on utilise sur une sonde. En particulier, ce que vous avez ici, là, c'est le système d'alimentation avec du plutonium, un peu comme on a évoqué pour Curiosity, les Star Tracker. Vous voyez, sur tout satellite, il y a ce genre de petits cônes. Et puis, vous avez une caméra noir et blanc haute résolution, c'est-à-dire un véritable télescope capable de faire des images de Pluton à grande distance et, une fois près de Pluton, des images haute résolution de la géologie. Deux caméras ici, capables de faire des caméras couleurs, qui vont pouvoir faire des images couleurs assez spectaculaires, et même des images hyper couleurs, c'est-à-dire hyper spectrales, des spectromètres pour faire la cartographie de la minéralogie. Donc c'est un ensemble qui s'appelle RALPH. Nous, on dit souvent MVIC et LEISA, parce que c'est les deux canaux, c'est du jargon. Vous avez un spectromètre ultraviolet, ALICE, qui est d'ailleurs à peu près le même que celui qui est sur Rosetta, fourni par les mêmes, et qui a le même nom. Nom qui ne veut rien dire, ils l'ont juste appelé ALICE parce qu'ils aiment bien. D'habitude, c'est sur des acronymes, mais là, non. Et puis, vous avez une expérience de radioscience qui va permettre de mesurer le profil thermique de l'atmosphère, d'apprendre beaucoup de choses. Alors, je vais aller un petit peu vite. Là, c'est un transparent que j'utilise aussi pour détailler tout ce qu'on va pouvoir faire pour ce qui concerne l'atmosphère et la surface. Bref, on va cartographier la géologie, cartographier les glaces, et cartographier la structure de l'atmosphère, l'échappement aussi, c'est-à-dire on sait que cette atmosphère d'azote est tout le temps en train de s'échapper dans l'espace parce que la gravité n'est pas suffisante. Vous allez me dire, il ne devrait plus y avoir d'atmosphère. Si, parce qu'il y a énormément de glace d'azote, le constituant principal de l'atmosphère. Mais on pense même que depuis, dans le passé, Pluton a déjà perdu peut-être l'équivalent d'1 kilomètre de glace dans l'espace. Mais il en reste des kilomètres en réserve, donc il y a toujours une atmosphère qui se renouvelle sans cesse. Je vous montre ça parce que, rappelez-vous, après être parti de la Terre, la sonde est passée proche de Jupiter. Pour s'accélérer, on utilise la gravité de Jupiter pour accélérer la sonde, ce qui a permis de tester les instruments. Ça vous permet d'illustrer un petit peu le genre d'image qu'on a pu obtenir. C'était le survol de Jupiter, donc c'était en mars 2007. Eh bien, il y a eu des résultats intéressants. Voici, ça c'est les images utilisées avec cette caméra noir et blanc, ce télescope. Il se trouve que New Horizons est quand même passé assez loin de Jupiter, et en plus du mauvais côté par rapport au satellite, mais malgré tout, elle a fourni de très belles images en démontrant par exemple qu'ils étaient capables de pointer avec une très grande précision pour capturer le lever ça c'est un satellite de Jupiter qui s'appelle Europe, qui est en train de se lever juste au-dessus de l'horizon de Jupiter. C'est une très grande précision. Ils ont pu mesurer Europe, et ici vous avez Io. Et même, regardez ce petit film rigolo. Vous avez un volcan, si vous connaissez Io, c'est un satellite de Jupiter qui est chauffé à l'intérieur par l'activité gravitationnelle de Jupiter. Donc vous avez du volcanisme en permanence. Et là, vous avez un gros volcan en éruption près du pôle Nord, qui s'appelle Svashtar. Et donc, ils ont pu faire un petit film. Ils étaient vraiment très loin. Hein. C'est un film difficile à faire. Juste pour vous illustrer, donc vous avez des images en noir et blanc de cette caméra télescopique noir et blanc LORRI. En haut à gauche,
en haut à droite, le genre d'image que va faire le canal LESA de l'instrument Ralph, qui va faire des images couleurs assez magnifiques. Bon là, ça paraît pas terrible, mais c'est quand même 5000 pixels par 5000 pixels lorsqu'on est... Là, il y avait juste une petite fraction du champ de vue qui était visible, parce que l'IO que l'on voit là était très loin. Et puis donc, vous voyez ici, genre d'analyse spectroscopique que pourrait être fait avec le spectroimageur. C'est quand même des instruments assez performants comparé à ce qui était fait il y a quelques années. Alors ça y est, on s'en approche. Alors là, j'ai pris sur le site, vous pouvez avoir la trajectoire en temps réel. Donc là, hier, nous étions à 0,36 unités astronomiques, c'est-à-dire environ une cinquantaine de millions de kilomètres. C'est encore loin, hein, mais on s'en approche. Et donc, dans quelques semaines, on va y arriver. On a déjà obtenu quelques premières images grâce à ce télescope. Vous voyez ici Pluton et Charon, observés par le télescope LORRI, avec un montage d'images pour montrer l'orbite. Alors vous voyez qu'on n'arrive pas par la tranche. Le système est tellement incliné, je vous ai dit, est très très incliné par rapport au plan de l'orbite des planètes, c'est qu'on arrive en fait finalement par le côté, par le dessus, si vous voulez, du système. Ce qui rend la chose difficile parce qu'on va devoir vraiment faire toutes les mesures, on va vraiment passer à travers le système. Je vais vous montrer une image pour illustrer ça. Mais en attendant, vous avez cette première image-là. Pluton lui-même, on commence, ça y est, à avoir une résolution supérieure à ce qu'on réussissait à avoir avec le télescope Hubble depuis la Terre. Ça reste vraiment le début. Là, vous voyez un peu le cycle diurne et on voit des taches qui tournent. On détecte même une calotte polaire, ce qui était attendu, une calotte polaire de glace d'azote dans l'hémisphère qui est actuellement au printemps. Ça, c'est une image qui a été prise début mai. On était encore à 75 millions de kilomètres. Vous imaginez comment ces images vont être bien meilleures dans quelques semaines. Voici une image qui a été prise le 11 mai 2015. Alors là, l'objectif, vous voyez, aller directement à droite, vous voyez le système de Pluton, avec on détecte parfaitement bien les 5 satellites en comptant Charon. Et par contre, on n'observe pas d'autres pour l'instant, alors qu'on devrait avoir la sensibilité de détecter n'importe quel satellite qui ferait plus de 10 km. Donc il semble qu'il n'y ait pas de satellite de plus de 10 km. On va continuer fortement ces observations parce que l'objectif est de détecter s'il y a des petits corps, voire des poussières, voire un anneau qui serait susceptible de casser la sonde, d'impacter la sonde lors de son passage très rapide dans le système. Alors, donc, comment ça va se passer le 14 juillet? Donc la sonde, vous voyez, arrive à partir du coin en bas à droite et va traverser le système un petit peu par la tranche en venant comme ça. Vous voyez les différentes orbites. Vous voyez Pluton et Charon. Donc on passe vraiment à travers. Alors on passe vraiment très proche de Pluton, à l'intérieur de l'orbite de Charon, et on va avec attention vérifier s'il n'y a pas là d'autres satellites, voire un anneau de poussière qui pourrait mettre fin à la sonde. La chose à retenir ici, c'est qu'on va passer effectivement à quelques, je crois, 10 000 km de Pluton, 27 000 km de Charon, et surtout, on va se débrouiller pour passer à l'ombre de Pluton et à l'ombre de Charon, et aussi, ce faisant, comme la Terre, vue de Pluton, la Terre et Mars sont juste à côté, les deux New Horizons va passer derrière Pluton et va passer derrière Charon, vu depuis la Terre. Ça, c'est très intéressant parce que le signal radio va passer à travers l'atmosphère, on va pouvoir mesurer l'atmosphère. Donc je vais aller très vite. Alors les opérations sont vraiment très compliquées. La sonde mesure tout ce qu'elle peut en très vite. Oui, je voudrais insister sur le fait que la vitesse relative est de 13,78 km par seconde. C'est-à-dire que c'est plus vite que la vitesse de libération pour quitter la Terre. C'est extrêmement rapide. Donc ça va durer quelques heures, tout ça. Et par exemple, si on voulait freiner et se mettre en orbite, une question qu'on me pose systématiquement, il aurait fallu envoyer une véritable fusée. Il faut envoyer l'équivalent de la fusée qui a lancé la sonde pour freiner à nouveau ici. C'est impossible. Bref, à quoi ça va ressembler tout ça? On illustre ça en prenant, par exemple, ici la face cachée de la Lune. Donc, le 11 juillet, 3 jours avant, il va y avoir toute une opération de cartographie de la face qui ne sera pas visible lorsqu'on s'approchera de Pluton. Je vous rappelle que la durée du jour sur Pluton est de 6 jours et demi, donc 3 jours avant, on verra l'autre côté. Donc on va faire soigneusement une cartographie avec une résolution de 40 km à peu près. Ensuite, peu à peu, il va y avoir un certain nombre d'images de qualité croissante qui vont être envoyées. Un jour avant, on va envoyer la meilleure image avant l'approche qui sera envoyée dans la nuit du 13 au 14, en fait le matin du 14 pour nous.
Et puis, vous allez avoir 12 heures avant le point le plus proche, eh bien plutôt remplira entièrement le champ de la caméra du télescope. Mais très rapidement, 3 heures avant, par exemple, il faudra déjà faire 12 ou 16 plans différents pour cartographier Pluton. Juste après, on pourra faire une cartographie de la composition de la surface avec le spectro-imageur. Donc là, ça, c'est une image de Mercure. C'est juste pour vous illustrer le genre de choses. On fera une cartographie de la surface. 1 heure avant le point le plus proche, on refera des images comme ça avec la caméra haute résolution, cette fois-ci pour faire vraiment de la géologie. À 40 minutes, c'est le dernier moment où on arrivera à avoir une image complète. Et là, ça fera comme une image très haute résolution, en tout cas de la face visible, qui sera obtenue, transmise beaucoup plus tard, hein, je vous le dirai. Et voilà, au point le plus proche, vous avez en bleu la taille que fera l'image couleur, qui est une image très haute résolution. Hein. C'est un super appareil photo, 5000 par 5000 pixels. Et en rouge, des petites images qui vont être obtenues pour faire de la géologie très haute résolution. On ne pourra pas cartographier toute la planète, mais à quelques endroits bien précis, obtenir des images avec des résolutions assez élevées de quelques dizaines de mètres. Et puis enfin, comme je vous ai dit, on passera derrière les différents corps, surtout derrière Pluton. On pourra regarder le coucher de soleil à travers l'atmosphère, en particulier avec le spectromètre ultraviolet, ça nous permettra de mesurer la composition de l'atmosphère. Et on passera aussi, le signal radio passera à travers l'atmosphère et on pourra mesurer. Alors qu'est-ce qu'on va découvrir? Alors je ne veux pas être long, on ne sait pas. On imagine que ça pourrait ressembler à un satellite de Neptune qui s'appelle Triton, qui a aussi une fine atmosphère d'azote, mais qui n'a pas du tout la même, on pense, n'a pas le même aspect. Mais sur Triton, on avait trouvé un corps quand même assez actif. Voilà une image qui a été prise par Voyager, avec des instruments absolument rudimentaires par rapport à ce qu'il y a sur New Horizons. Vous voyez une espèce de calotte en bas, recouverte de traces laissées par les vents. On sait qu'il y a des espèces de plumes, des panaches de poussière noire qui sont éjectées par des espèces de volcans assez mystérieux. Il y a ça sur Triton, peut-être la même chose sur Pluton. Vous voyez qu'il y a un changement de surface entre le sud et l'équateur. Et on ne sait pas trop pourquoi, on pourra le faire beaucoup mieux. On avait quelques images de haute résolution qui ont été obtenues par Voyager. Vous voyez ici, dans les calottes polaires, les panaches laissés par des espèces de geysers avec des traces noires, des terrains géologiques mystérieux, on appelle ça les terrains en melon, là, ça ressemble à du melon, des espèces de dépôts de glace, bref, ça va sûrement ressembler à quelque chose comme ça. On peut se poser la question de savoir s'il y aura peut-être des brumes organiques. Donc c'est encore autre chose que les nuages dont je vous ai parlé tout à l'heure. On travaille aussi sur essayer de faire des prédictions à ce sujet dans mon laboratoire, comme sur Titan. Alors sur Titan, vous avez des brumes extrêmement épaisses. Là, on parlerait de brumes qui seraient 1000 fois moins épaisses, mais qui seraient peut-être visibles, en particulier lorsqu'on regardera l'atmosphère, le coucher du soleil vu de la sonde. Peut-être il y a même des anneaux. Ce serait surprenant, mais tout est possible. Et donc, on verra bien. Voilà, j'ai presque fini. Un petit mot pour vous dire quand même que... Enfin non, je n'ai pas tout à fait fini. Je finis sur Pluton. Quelle heure il est? Oui, je termine bientôt. Hein. Juste le mot... En fait, le résumé de tout ça, c'est pour vous dire que la transmission de données va prendre du temps. En fait, jusqu'au 20 juillet, on va recevoir à peu près 1% des données qui vont être obtenues. Quelques images, quelques mesures, point. Ensuite, pendant presque 1 mois et demi, il va y avoir, ou presque 2 mois, pas grand-chose, la télémétrie en temps réel et des données locales, parce qu'on continuera à faire un certain nombre d'examens, et on commencera à transmettre vraiment les données à partir du 14 septembre. Donc vraiment, en fait, l'analyse scientifique va vraiment se faire dans le courant de la fin de l'année 2015 et toute l'année 2016. Ça va prendre des mois pour vraiment tout récupérer. Un petit mot pour vous dire que la sonde, après ça, va continuer, et la mission ne va pas tout à fait se terminer là. Il y a eu depuis le début l'objectif de rejoindre un autre objet, un objet de Kuiper, un de ces astéroïdes lointains dont on a parlé. Ça, c'est une image qui illustre la grande quantité d'objets qu'on pense être là. Et on a donc pour objectif d'en découvrir un. Le problème, c'est que jusqu'à il y a quelques mois, on n'en trouvait pas. On avait utilisé plein de programmes télescopiques depuis la Terre extrêmement performants, mais on ne parvenait pas à trouver d'objets qui seraient atteignable par New Horizons avec une modification de la trajectoire compatible avec les carburants qui sont encore dans le réservoir. Et finalement, après avoir un peu paniqué, l'équipe New Horizons a demandé beaucoup de temps sur le télescope Hubble en disant il faut qu'on trouve quelque chose. Et c'est maintenant qu'il faut trouver. Ils ont eu du temps au mois de juillet dernier, et assez rapidement, ils ont trouvé 2 objets qui peuvent être atteints. Il y en a un qui est gros
donc très intéressant, mais pas facile à atteindre. Un autre qui est plus petit et dont on est certain de pouvoir rejoindre. Et ça se ferait fin 2018. Voilà, je vais couper. Juste pour mentionner, bien sûr, que c'est très intéressant tout ça, parce qu'on est dans le thème de ces immenses populations qui est représentée ici, d'objets qui sont au-delà de l'objet de Neptune, qui sont en fait une fraction majeure du système solaire, des très nombreux objets, de très nombreux objets d'ailleurs qui sont plus grands que Pluton, comme Eris, Makemake, Haumea. C'est tout un monde, une population gigantesque d'objets comparables à Pluton, peut-être même plus grands, et qui, vous savez, a abouti à la déclassification de Pluton comme planète, qui est devenue planète naine. Je ne vais pas élaborer là-dessus. Je peux vous dire que l'équipe New Horizons, en tout cas Alan Stern, est vent debout contre cette décision, parce qu'il trouve ça absolument inadmissible que Pluton soit dégradé et exclu de la famille des planètes. Et il se trouve qu'aux États-Unis, c'est quelque chose de très impopulaire, cette déclassification. Il y a beaucoup de classes qui écrivent à Alan Stern en disant « Je suis d'accord avec vous, c'est pas juste, pauvre Pluton ». Donc voilà. Bref, conclusion, Pluton, c'est un monde actif et complexe. Pluton et Charon, c'est un système planétaire très riche avec tous ses satellites. Et puis, c'est une fenêtre vers l'immense population des objets transneptuniens. Donc, c'est vraiment une mission, je pense, qui est très intéressante. Je dois vous dire, là, j'ai mis une image de l'équipe New Horizons. C'est une petite équipe, c'est une petite mission, donc qui est très, très sympathique. Alors, il n'y a que des Américains. Vous avez là un Allemand, Martin Petzold, qui est là. Puis sinon, il y a moi là, mais sinon, c'est que des Américains. Voilà, c'est pas très international comparé à ce qu'on fait d'habitude en exploration planétaire, mais c'est une mission très particulière de ce point de vue-là. Merci. Bravo. Merci beaucoup, François. Alors, il y a beaucoup de choses à dire, hein, évidemment. C'est assez magique, parce que ce n'est pas le JPL, en plus. Tu ne l'as pas dit, mais ce n'est pas le JPL qui a fait la sonde. Oui, enfin, c'est rare. L'institut qui a construit ça, c'est le Applied Physics Laboratory, et c'est pas leur premier coup d'essai. Non, c'est un peu les rivaux du JPL. Ils ont un grand savoir-faire, et de ce point de vue-là, New Horizons, c'est un chef-d'œuvre. Il est complètement redondant, c'est-à-dire que la plupart des composantes du satellite, de la sonde, sont redondants de manière à ce que s'il y a une panne, on puisse y survivre, parce qu'on ne va pas aller le réparer, et sans problème vraiment faire la mission pendant 10 ans. Et en fait, aucun des composants n'est tombé en panne. Donc pour l'instant, cette sonde est d'une qualité vraiment exceptionnelle. Bon, les Américains, ils préfèrent peut-être garder le statut de planète parce que c'est la seule planète qui a été découverte par un Américain. Eh oui, c'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça. Bon, y a-t-il des questions? Et la seule planète découverte par un Sicilien, c'était Cérès, c'est plus une planète. Mais non, mais elle est redevenue planète naine, c'est la classe quand même. Donc dans 200 ans... Monsieur, une question tout au bout. Alors c'est vrai qu'on essaie de se projeter sur ce qu'on va découvrir, mais si ça se trouve, il n'y a pas d'anneau. Non, mais on est certain que c'est un monde très actif avec des calottes polaires et une atmosphère active. Ce qui remet quand même la perspective. Enfin, il y a quelques années seulement, on pensait que tout ce système solaire externe sur les corps solides était relativement stable et peu actif d'un point de vue géologique. C'est quand même assez récent cette vision de planètes extra. Enfin, au-delà d'objets aussi Ce qu'on actifs. pouvait dire il y a quelques années, c'est qu'on n'avait pas assez d'observations pour affirmer quoi que ce soit. Et donc c'est très essentiellement. Frustrant quand on voit tout ce qu'il y a derrière. En même temps, je pense qu'il y a eu vraiment un changement de paradigme à partir du moment où, ce qui était mentionné à l'instant, on a pu voir ces geysers sur Triton. Hein. Et là, on s'est rendu compte que même en allant loin, il se passe des choses. On a vu aussi cette espèce de météo sur Neptune. Donc, non. Non. C'est quand même épouvantable de penser que depuis des années 89 et Voyager, eh bien, finalement, on n'a pas été explorer ce qui se passait trop autour de Jupiter, de Saturne, de Neptune. De Saturne, si. On a fait Cassini. Cassini, c'est quand même pas mal. Hein. Allez, bon, d'accord. Et c'était ici aussi, d'ailleurs. On a vécu Gens ici, c'est vrai. Bon, d'accord. Allez, j'exclus Saturne. Ce qui est effrayant, c'est de se rendre compte, alors quand on arrive au niveau des petits corps, qu'on risque d'avoir tout un zoo incroyable d'objets différents. Mais bon, il y a des priorités quand même. C'est vrai. En fait, il y a juste une chose pour rebondir sur ce que tu dis, c'est aussi
pourquoi New Horizons va si vite? C'est parce que c'est loin. C'est pour ça qu'on n'a pas exploré, on n'est pas retourné sur Neptune et Uranus. C'est que si on veut y aller lentement et se mettre en orbite ou mettre en orbite autour de Pluton, il faudra envoyer une sonde qui mettrait 40 ans à y aller. Donc c'est vraiment aussi une énorme contrainte de distance technologique qui fait qu'on n'a pas trop exploré le système solaire externe. On aimerait bien, hein, tous. Du coup, on ne se met pas en orbite autour de Pluton pour ces raisons-là. Oui, pour Uranus, il y a eu un projet, on arrivait en 2043. Hein. Loops. Voilà, donc c'est pas n'est sûr qu'Uranus. Après, il y a Je Neptune. ne suis pas sûr de voir ça. Alors, monsieur. Alors, oui, alors vous allez directement avec la fusée, vous allez avec la sonde, vous allez directement là-bas sur Pluton. Alors, la fenêtre doit être très étroite, alors, parce qu'il y a beaucoup de planètes à traverser. Alors, si vous allez directement sans assistance d'autres planètes. Oui, sur Pluton, ce n'était pas un tir tout à fait direct, puisqu'on a utilisé l'assistance gravitationnelle de Jupiter, comme j'ai mentionné. Et ensuite, il fallait se dépêcher pour ne pas rater ça, parce qu'il y avait une certaine géométrie. Je ne sais pas ce que vous voulez dire par fenêtre étroite. C'est-à-dire qu'il faut tirer au bon moment, quoi. Quand les planètes sont bien placées. C'est tout à fait vrai. En fait, c'est tout à fait vrai. Et d'ailleurs, la mission a été sélectionnée donc en 2001 et lancée début 2006. Vraiment, toute l'équipe a mis les bouchées doubles pour atteindre cette date de lancement, parce que si on ratait cette date-là, il fallait effectivement attendre assez longtemps pour pouvoir relancer en utilisant Jupiter, etc. Donc, or, on était un petit peu pressé parce qu'il y avait une impatience. Il y avait des théories qui disaient que l'atmosphère de Pluton allait peut-être s'effondrer dans les années à venir. Théorie qui se révèle fausse, en fait. Donc, finalement, on aurait pu attendre un petit peu. Mais là, c'est parfait. Et, c'est vrai que si on voulait y aller en moins de 10 ans, effectivement, il fallait lancer début 2006. Et sinon, ça aurait été un report important et ça aurait retardé considérablement le survol de Pluton. On parlait de 2020 pour l'atmosphère qui s'effondre. Non, mais ça dépend des modèles. Il y a pas de. Ça peut ne pas du tout s'effondrer. Je pense moi que ça ne s'effondre. J'ai d'autres modèles que j'ai pas racontés ici. Je pense que l'atmosphère s'effondre pas en fait. Donc, parce que ça met 248 ans à tourner autour du Soleil. C'est très contre-intuitif. Les inerties thermiques sont considérables et tout est lent. Inversement. Excusez-moi, pour la fenêtre, Pluton, c'est une planète qui n'a quasiment pas de fenêtre, justement. Bah oui. Non, c'était Jupiter la contrainte. J'ai bien compris. Mais bon, si Jupiter avait été un peu moins là ou un peu plus là, on aurait adapté, on avait des capacités. Et sans Jupiter, on aurait mis peut-être un peu plus de temps, ou peut-être qu'il fallait une fusée un peu plus puissante. Mais la période de Jupiter, c'est 12 ans. Donc, de toute façon, on n'allait pas attendre 12 ans. Il y a peu de fenêtres parce que c'est tellement loin, en fait. C'est ça que finalement... Oui, la seule fenêtre, c'est Jupiter. Ouais, c'est ça. Bon. Et même Jupiter ne va pas très vite, mais ça retardait quand même pas mal de rater 2006. Enfin, bon. Et puis j'ai une autre question aussi, que je ne comprends pas très bien, c'est le guidage de la sonde. Ce sont elle est programmée, c'est programmé tout ça, son guidage pour aller là-bas. Alors, les sondes planétaires, et celles-là notamment, elles sont toutes pilotées avec le principe suivant. Alors, elles se promènent dans l'espace, et donc on mesure avec une extrême précision leur vitesse relative par rapport à la Terre, parce qu'on regarde ce qu'on appelle le décalage Doppler du signal radio. Donc, alors on met ça dans un modèle, et ça nous donne avec une grande précision leur trajectoire, avec des modèles qui prennent en compte tous les effets gravitationnels de tous les corps. On arrive assez bien à guider. Par contre, il faut régulièrement faire des petites corrections de trajectoire pour remettre bien, parce que doucement, année après année, elle dérive un petit peu. Et puis de temps en temps, hop, on allume un petit moteur pour la remettre juste comme il faut. Mais ce petit moteur, il est allumé. Comment savez-vous? Il faut quand même un certain temps pour envoyer le message. Tout à fait. On décide de faire une correction de trajectoire, on fait le calcul et on dit dans 2 semaines et demie, on va faire telle correction de trajectoire. On envoie on communique à la sonde. Bon, ça met des heures, mais pas des jours. Hein. Pluton, c'est à 5 ou 6 heures lumière, je ne vais pas dire de bêtises. Et puis, donc on envoie l'information, on teste si tout va bien, on reteste. C'est très très paranoïaque les ingénieurs spatiaux. Hein. On teste, on reteste, re-reteste. Quand on est sûr que tout va bien, on prévoit, on fait pshhh. On pousse un peu. Et après, on vérifie.
Et puis si tout va bien, on Et attend quelques semaines. C'est Et, le principe de la et navigation. ce guidage, c'est par rapport à des étoiles, Il y a des ou... caméras, il y a des effectivement, il y a des caméras stellaires qui prennent les positions des étoiles Ça, et de c'est la Terre et du Soleil. surtout pour l'orientation. hein. Oui, c'est surtout pour orienter la sonde au moment où vous allez allumer le moteur. Là, il faut que l'orientation soit exactement dans le bon axe. Mais François, vous avez fait une version extrêmement simplifiée de la navigation planétaire, parce que l'effet Doppler, c'est effectivement le signal numéro 1, celui qu'on utilisait dans les années 60. Depuis, il y a des techniques très sophistiquées qui utilisent d'autres systèmes, mais c'est toute une science en soi, la navigation planétaire. C'est assez complexe, on ne peut pas Oui, le résumer. parce en que le 3 secondes. Doppler, pour moi, ça mesure la vitesse. Mais Absolument. La vitesse latérale, le positionnement latéral est beaucoup plus compliqué. Souvenez-vous, en 99, Mars Climate Orbiter a pénétré dans l'atmosphère de Mars à cause d'une erreur de trajectoire. On pensait passer à 200 km de la surface, on est passé à 65. Pas grand-chose, il y avait moins de 200 km d'écart. Boum, ça a été un échec. Donc il y a encore des incertitudes, mais c'est relativement bien maîtrisé quand même. Alors, monsieur a une question là-haut. Non, c'est bon, c'est bon. On va prendre une autre question, puis après on On discute reviendra après, sur si le vous champ voulez. magnétique. Pour moi, ça reste un mystère quand la sonde traverse les différentes ceintures d'astéroïdes. Il me semble qu'il y a des milliers ou des dizaines de milliers de corps qui circulent. Est-ce que les scientifiques sont obligés de connaître le déplacement de chaque corps pour que la sonde n'ait pas de collision, ou est-ce qu'il y a très peu de probabilité qu'il puisse y avoir une collision? Parce que d'après les dessins que vous nous avez montrés, c'est vraiment des centaines de milliers de corps qui gravitent sur les différentes ceintures d'Oort et de Kuiper, il me semble. Annie Chantal. Il y a des centaines de milliers de corps, c'est vrai, mais c'est quand même très vaste, cette ceinture. hein. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que quand il y a eu les premières missions vers des planètes extérieures, donc allant au-delà de Mars, tout le monde s'est inquiété énormément de la population de ce qui pouvait exister dans la ceinture d'astéroïdes, au niveau de la densité de cette ceinture d'astéroïdes, en descendant même jusqu'à des petits objets atteignant d'une taille bien inférieure au mètre, ou je dirais même au décimètre. hein. Et on s'est rendu compte lors des premières missions, alors Voyageur 1 et 2, il y a eu déjà Pionnier 10 et 11, Voyageur 1 et 2, que c'est tellement vaste tout de même cette ceinture d'astéroïdes qu'il n'y a pas grand-chose. Il n'y a que dans les films de science-fiction où on voit plein d'astéroïdes dans tous les sens avec les équipages effrayés. Et ce qui est d'ailleurs assez drôle, c'est qu'on commence maintenant à retravailler très sérieusement sur tout ce qu'il y a dans le milieu interplanétaire, parce que ça a des implications énormes, justement, origine du système solaire ou autre, alors qu'au départ, c'était un domaine qui s'était développé simplement par crainte des impacts dans la traversée de la ceinture d'astéroïdes. On ne peut pas dire qu'il n'y en a pas, mais c'est quand même très limité, parce que c'est toujours cette affaire, quand on se dit quelque chose qui est entre, je vais dire, 2 unités astronomiques et 3 unités astronomiques, ça fait quand même 150 millions de kilomètres. hein. Et donc, c'est des domaines très vastes. Chaque fois qu'on regarde une carte où tout est projeté, ça paraît tout petit, mais notre système solaire, c'est surtout du vide, en fait. Donc mais le risque zéro n'est... Le risque zéro, en tout cas, n'existe jamais. Donc il y a hein. toujours un risque qu'il y ait une collision éventuelle. Oh, mais je veux dire que quand on s'excite vraiment sur les risques de collision sur la Terre, hein, là, ça représente un risque qui est infinitésimal, mais qui mérite d'être vraiment étudié, parce que c'est peut-être dans les catastrophes pouvant arriver à la Terre, la seule que l'on peut prédire. Francis, c'est jamais arrivé dans l'histoire spatiale d'une collision. Je ne parle pas en orbite terrestre, hein, je parle pour l'exploration extérieure. Enfin. Non, des pour poussières. survoler un astéroïde, il faut le chercher. Pour Rosetta, ça a été compliqué d'aller chercher Stein et Lutetia. Donc si on ne fait rien, on ne survole pas l'astéroïde. C'est plutôt le problème inverse. Je parle des poussières, hein, au niveau des... Non, mais les poussières, vous en avez. Ça peut abîmer une sonde. Oui, il y en a très peu. Ah. Par contre, quand on est passé dans le plan des anneaux de Cassini, là, oui, on a craint beaucoup qu'il y ait une nappe de poussière. Et d'ailleurs, la sonde a été frappée par énormément de poussière. Mais on avait mis l'antenne en bouclier et ça s'est relativement bien passé. Mais sinon, non, les poussières interplanétaires qui font la lumière zodiacale, c'est au hasard et c'est très peu.
Donc ça, puis c'est pas un danger, quoi. Ça fait un impact. C'est pour ça qu'on recule Rosetta en ce moment aussi, tout doucement, de Churyumov. À l'échelle de l'orbite de la Terre, enfin, oui, je dis bien, à une unité astronomique du Soleil, en gros, une poussière interplanétaire, il y en a une par kilomètre cube. Et je vous parle de choses qui ont une taille de quelques dizaines de microns. Non, c'est quand même plus gros. Oui, c'est le rapport entre le noyau et la taille de l'atome. Oui, c'est essentiellement du vide. Oui. Une autre question. Merci. Moi, j'aurais une petite question de politique spatiale. J'ai bien regardé dans les 4 missions qu'on vous a présentées. Les petits drapeaux sont à peu près toujours les mêmes. Donc, il y a la France, les États-Unis, d'accord, l'Italie, j'étais surpris. L'Allemagne, beaucoup, mais on nous dit quand même, enfin moi j'ai un peu suivi, il semblerait qu'il y ait d'autres pays qui participent à l'aventure spatiale et qu'on voit jamais du tout sur aucune de ces missions-là. Alors je pensais par exemple à la Chine qui a posé quelque chose sur la Lune, je pense à l'Inde qui a envoyé quelque chose autour de Mars, je pense au Japon. Attendez. Il y a beaucoup de coopération entre les États-Unis et l'Europe. Donc, et vous voyez les petits drapeaux, c'est les drapeaux européens. La Chine ne coopère pas avec les États-Unis. C'est politique. L'Inde coopère pas beaucoup. Sur une sonde indienne, il y a eu quand même un instrument américain. Donc il y a un peu de coopération entre les pays émergents, Chine, Inde et le reste du monde. Mais la tradition, c'est quand même entre l'Europe et les États-Unis. Là, il y a beaucoup de coopération. Et il se trouve que pour l'exploration planétaire, il y a quand même très peu de pays qui font ça. Il y a donc autour de l'Agence spatiale européenne, États-Unis, il y a beaucoup de missions. Quelques missions japonaises, indiennes, chinoises, mais il faut reconnaître que ces quelques missions japonaises, indiennes, chinoises ont été faites avec un objectif un peu de prestige, avec très peu de collaboration internationale. Donc par exemple la mission indienne vers Mars, elle est super, mais ce sont des collègues qu'on ne rencontre pas. Ils ne viennent même pas dans les... C'est très difficile. Enfin, moi, je les connais un petit peu, mais ils sont vraiment dans leur coin. Et il n'y a pas de collaboration. Donc, on aurait pu en parler, tout à fait. Il y a beaucoup de missions interplanétaires en cours. C'est très intéressant. Mais c'est vrai que nous, en tant que chercheurs, on n'est pas impliqués. On ne peut pas vous raconter l'aventure de cette mission-là parce qu'on ne la vit pas. Voilà. Francis, allons-nous collaborer avec les Émirats arabes unis qui viennent d'annoncer une mission martienne ? Alors, on a discuté avec les Émirats arabes unis, mais les Émirats arabes unis veulent le faire tout seul. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Je ne suis pas sûr qu'ils vont faire tout seul. Y compris le lancement. Mais ils vont travailler surtout avec les Américains actuellement. Ah non, pas y compris le lancement. Ils n'ont pas de fusée. Ah bah oui, c'est ça. Donc il va falloir qu'ils trouvent une fusée aussi. Ah d'accord. Donc, et là, je pense qu'ils vont lancer un appel d'offres pour qui veut lancer ma sonde vers Mars. Donc ça sera entre Ariane et peut-être les Russes, les Chinois, les Américains, on verra. Très bien. Une autre question ? Alors, le champ magnétique de Pluton. Qu'est-ce que tu peux nous dire du champ magnétique de Pluton ? Le champ magnétique de Pluton, on ne sait pas s'il y en a et on ne le saura pas car il n'y a pas de magnétomètre et on ne s'attend pas s'il y en a. Voilà. C'est le monsieur Non, Comment ? sur Vesta. Oui, enfin peu importe. Oui, mais tout ça c'est mort, il n'y a que la Terre qui est vivante encore, non ? Alors, sur l'endroit où on avait une suspicion de champ magnétique encore à l'heure actuelle, c'est sur Vesta. Donc Vesta a 500 km de diamètre. Dans les météorites HED qui viennent de Vesta, on a trouvé donc, dans les cristaux des traces d'alignement, on va dire tout ce qui est un peu ferreux. Et on a bien vu qu'il y avait eu un champ magnétique il y a très longtemps. Est-ce que maintenant, il y a encore du champ magnétique ? On n'en sait rien. Il y avait alors on a parlé un peu d'altération spatiale tout à l'heure. Donc les ions du vent solaire en fait, viennent bombarder les surfaces planétaires et ça change un peu les propriétés des petits grains, des particules solides à la surface. Et il se trouve que Vesta a un comportement très bizarre à ce niveau-là. Et donc il y a une dizaine d'années, il y avait des personnes qui avaient dit mais s'il y a encore des petites anomalies magnétiques comme on a à la surface de la Lune, comme on a à la surface de Mars, sur Vesta, ça pourrait expliquer certaines propriétés. Et donc, l'idée d'avoir un magnétomètre à bord de Dawn était tout à fait justifiée, c'était très intelligent, pour tester, en fait, est-ce qu'il y avait des anomalies magnétiques, des petites choses résiduelles sur Vesta et aussi sur Cérès. Mais en fait, on n'en saura rien, puisqu'il n'y a pas de magnétomètre. Non, ben on poursuivra en aparté. Il me reste à vous demander de remercier nos 4 invités pour leurs explications, chaleureusement. Merci. Et puis,
évidemment à vous inviter à revenir ici le 15 juillet, puisque, comme vous l'avez compris, ça va commencer le 14, mais ça sera ici le 15 au soir, pour vivre cette nouvelle aventure en direct. Moi, ça me fascine parce qu'on ne l'a pas vraiment dit, tu l'as dit, mais on n'a pas insisté. Le couple Pluton-Charon, c'est un couple totalement inédit dans le reste du système solaire, assez fabuleux, puisqu'il tourne autour d'un barycentre externe à Pluton. Donc Charon n'est pas un satellite de Pluton, ça pourrait être une planète naine comme Pluton. Il y a des astéroïdes comme ça, doubles. Hein. Il y a des Pluton et astéroïdes Charon sont pas doubles, pareils. Je veux dire, la plupart du temps, on a un gros corps. Le barycentre du système est dans le gros corps et puis il y a un petit satellite autour. Mais chez les astéroïdes, en particulier chez les Troyens, il y a vraiment deux qui sont... les deux tournent autour du barycentre. Même chez les astéroïdes, je savais qu'il y avait des doubles, mais eux aussi tournent autour du barycentre. Autour du barycentre. Et on en a plusieurs comme ça. Il y a Antop, le Patron. Il y en a d'autres alors, j'ai dit une bêtise. Il y en a d'autres. Mais merci en tout cas. Rendez-vous le 15 juillet. À très bientôt. Bonne fin de soirée.